Bonjour Vincent, Bonjour Thomas. heureux de vous retrouver. Alors Ouais. c'est l'émission des revenants, parce qu'on a parlé des obligations il y a quelques instants avec Jonathan, et on Ouais, va parler avec vous de l'immobilier résidentiel auquel on ne prêtait pas beaucoup d'attention c'est vrai. depuis plusieurs années maintenant. Et surtout les investisseurs institutionnels, les zinzins, avaient complètement considéré d'autres types d'investissements depuis des années, notamment le bureau. Et aujourd'hui, ils reviennent effectivement sur le résidentiel. C'est assez intéressant de voir ce mouvement. Bon, alors on comprend pourquoi, hein. Le bureau a souffert de cette crise Covid. Ouais, On réorganise les espaces de travail, il y a de plus en complètement. plus de télétravail aussi. De plus en plus de télétravail. Le télétravail, on considère qu'à peu près 40% des entreprises sont capables de faire en sorte que leurs salariés télétravaillent. Mais c'est vrai qu'en même temps, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer en plein cœur de la crise, les sièges sociaux ne disparaissent pas, on réorganise plutôt les surfaces à louer, on fait en sorte que les sièges sociaux, ça devienne des réseaux sociaux plus que des sièges sociaux. Donc en fait, on n'est pas sur une diminution des surfaces occupées, mais plutôt sur une réorganisation. Il y a d'autres éléments aussi. Le siège social a d'autres fonctionnalités qu'il n'avait pas avant, de vitrine des groupes, d'outils de créativité. Donc, les bureaux sont considérés aujourd'hui comme un actif qu'il faut utiliser autrement, mais pour autant, les investisseurs s'intéressent beaucoup au résidentiel. Et alors pourquoi Pourquoi? pourquoi le résidentiel revient à la mode? En fait, il y a eu un phénomène, c'est que depuis quelques années, on le voyait déjà avant le Covid, il y a une convergence des rendements entre l'immobilier résidentiel et l'immobilier de bureau. L'immobilier de bureau avait tendance à voir son rendement baisser. On a souvenir des SCPI qui faisaient du 6-7% classiquement sur les bureaux. On est arrivé sur des rendements qui ont baissé d'année en année avec la baisse des taux. Et pour autant, le niveau du résidentiel stagnait, en tout cas a été stable. Et aujourd'hui, en face de ça, on a en fait un marché, celui du bureau, qui est un peu plus volatile. C'est-à-dire que les risques sur le marché de bureau sont plus importants, on l'a vu, à travers la crise Covid, alors que par ailleurs, on souffre partout en Europe d'un manque de logements. En France, il faudrait construire 500 000 logements par an, on arrive difficilement à en construire 400 000. En Allemagne, il y a une pénurie d'1 million de logements depuis 10 ans. Et en réalité, les analystes, les investisseurs se disent, en fait, on a en face de nous un marché où il y a une demande très forte. Sur le côté bureau, on a une volatilité, on a une prise de risque plus importante. On parle de primes de risque qui convergent. Donc aujourd'hui, finalement, on doit rééquilibrer nos portefeuilles. Et il n'y a pas d'inquiétude quand ils allument la radio le matin et qu'ils entendent Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, dire on va peut-être geler les loyers, parce que ça c'est le risque qui pèse sur ce marché. Le geler les loyers, ça pourrait être une réponse probablement conjoncturelle pour répondre à ce besoin de trouver des aides au niveau de vie, compenser l'inflation. Mais ça peut pas être une solution pérenne. Par contre, c'est vrai, on peut se dire aussi que depuis quelques années, dans les grandes villes comme Paris, il y a un encadrement des loyers. Donc maintenant, au niveau de l'Europe entière, l'analyse que nous on fait, c'est que cet engouement pour le résidentiel, c'est un fait dans l'Europe entière. Quelques chiffres qui sont intéressants. Il y a près de 30% des investissements qui ont été faits en 2021 au niveau de l'Europe qui sont faits dans le résidentiel, alors qu'avant, c'était absolument quelques chiffres après la virgule. Donc, il peut y avoir des réponses conjoncturelles en France, mais au niveau de l'Europe, en Allemagne, on a le même problème, on aura cette même difficulté, donc ça ne devrait pas être une difficulté. Et c'est ça que vous recommandez comme stratégie à ceux qui nous regardent, d'avoir une stratégie européenne Oui, déployée alors, sur le résidentiel je européen? dirais que pour nos auditeurs, c'est difficile d'avoir eux-mêmes une stratégie européenne. Ce sont les fonds dans lesquels ils vont investir qui pourront avoir une stratégie européenne. Mais oui, l'Europe, c'est essentiellement dans ce domaine-là. Bon, la France, l'Allemagne, ça peut être éventuellement le Royaume-Uni, ça peut être la Hollande, l'Italie. On voit par exemple que Milan est en train d'exploser d'un point de vue même de la valorisation des biens. L'Italie est en train de sortir d'une sorte de torpeur. Donc, le marché italien est un marché auquel s'intéressent les gérants d'actifs. Donc oui, au niveau européen, il y a ce besoin d'une part de logement qui est à peu près partout sous-servi. Et puis, par ailleurs, c'est un marché qui est, comment dire, lorsqu'on traverse une crise, une entreprise peut très bien décider de fermer, d'allouer 20% de son parc de bureaux, de le fermer par exemple. Les logements, on a un besoin, les populations ont besoin de se loger, donc ce marché ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Alors, comment profiter de cet immobilier résidentiel? Vous nous avez apporté un tableau qui compare l'immobilier résidentiel à l'immobilier tertiaire enfin l'immobilier de bureau. Et comme ça, on va voir justement les types de produits qui peuvent Ouais, supporter répondre à cette ça. stratégie.
Alors, je vous laisse commenter ce Donc là, en fait, sur ce slide-là, on est surtout sur les raisons sociétales, économiques qui expliquent... notre discussion d'avant, voilà. Alors, sur le prochain slide, on voit effectivement qu'on a deux blocs que j'ai essayé de résumer assez simplement. D'un côté, l'immobilier résidentiel, où effectivement, on va aller accéder à l'immobilier résidentiel à travers, on le sait bien, les SCPI plutôt résidentielles. Alors, les SCPI résidentielles étaient plutôt peu disponibles il y a quelques années. Souvent, elles avaient surtout une connotation fiscale. Or, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont pas qu'une connotation fiscale, voire pas du tout. Mais c'est comme les SCPI de bureau, elles ont une stratégie d'investissement résidentiel. Il y a par exemple Kianeos qui a lancé une SCPI résidentielle qui fonctionne très bien, de rénovation de logements en province avec un objectif, une stratégie durable assez volontariste. On a d'autres sociétés qui ont lancé des SCPI de logement comme Primonial, qui a également une SCPI de résidentielle, de logement. Mais on a d'autres manières d'arriver à investir sur le résidentiel. On peut le faire à travers les clubs deal immobilier. Je crois qu'on va en parler encore dans cette émission avec un invité, mais on en parle depuis un certain temps. Là, il s'agit de participer à des opérations de restructuration d'immeubles qui peuvent être mixtes ou de logements ou de bureaux, mais de plus en plus de logements. Et puis, surtout, les SCI en assurance vie, on en parle souvent, avec des SCI notamment qui ont des thématiques, qui développent des thématiques autour de l'investissement en résidentiel, maintenant même en résidentiel, viager. Il y en a une qui sort maintenant chez Primonial, Cap Santé, qui va investir sur le domaine de la santé avec une dimension résidentielle hébergement qui est importante. Et puis le crowdfunding immobilier est aussi une solution pour atterrir sur l'immobilier résidentiel, investir sur l'immobilier résidentiel à travers l'investissement qui finance les promoteurs immobiliers. Alors, ce qui est intéressant, hein, c'est aussi la case au-dessus, le rendement cible. Et on voit qu'en effet, ça converge vraiment entre 3 et 10 pour l'immobilier résidentiel, entre 4 et 10 pour l'immobilier tertiaire. Exactement. Donc, on aura de plus en plus de mal à faire la différence entre les deux. On a quand même encore une petite prime qui reste sur le bureau. Maintenant, à l'intérieur de la logique du tertiaire du bureau, si on veut vraiment aller chercher du rendement qui se différencie du résidentiel, il faut aller par exemple sur la logique de logistique, l'investissement dans les SCPI logistiques, les entrepôts. Là, on peut encore aller chercher des rendements autour de 6%, par exemple. Et alors, quelle est votre recommandation pour quelqu'un qui serait investi, qui aurait suivi vos conseils depuis plusieurs années, qui serait plutôt avec un portefeuille tertiaire, bureau? Il faut faire rentrer combien, quel pourcentage de résidentiel? Tout dépend de l'objectif de l'épargnant, mais je dirais qu'aujourd'hui, si son objectif principal, qui est celui qui est un peu le lot commun, c'est de battre l'inflation, je dirais que si on met 70% de SCPI de bureau tertiaire logistique, on arrive et couplé à 30% en résidentiel, on doit arriver à battre l'inflation en se mettant un rendement plutôt autour de 4,5-5%. Et ça permet de diversifier son portefeuille et donc limiter faire baisser son risque. Exactement, puisqu'il y a moins de risques dans le résidentiel que dans les autres actifs. Équivalent. Merci beaucoup Vincent pour toutes ces explications et puis pour nous avoir pour avoir rappelé à notre bon souvenir que l'immobilier résidentiel pouvait en effet offrir des choses intéressantes en termes d'investissement. On va tout de suite rester dans cette thématique puisqu'on va s'intéresser à l'immobilier tertiaire avec un nouveau fonds.